vous nous parler, Frédéric Savio, qui est écrivain et journaliste à Eurasie Express, de l'Euromaidan, je ne sais pas si je prononce bien, la guerre civile, terreur et terrorisme en Ukraine. Et nous allons un peu changer d'aire géographique, mais pas tant que ça, vous le verrez à la fin de mon exposé. Donc je rejoins ce qu'a dit l'intervenant tout à l'heure concernant la couverture médiatique des événements en Syrie, dont je me suis un peu occupé il y a quelque temps. Et malheureusement, nous avons vécu la même chose à propos, en effet, de ce qu'on a qualifié ici d'Euromaidan. Depuis avril 2014, une opération antiterroriste a été entreprise par les autorités de Kiev dans l'est de l'Ukraine. Selon les chiffres de l'ONU, elle a déjà fait plus de 4000 morts parmi les civils, dont plusieurs centaines, depuis que des accords de paix ont été signés à Minsk le 5 septembre entre Kiev, les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, l'OSCE et la Fédération de Russie. La presse et la classe politique française dans sa majorité font le silence sur ces crimes qui ne sont pas des crimes de guerre, mais des crimes contre l'humanité, en fait, une véritable entreprise génocidaire. Mesdames et messieurs, c'est cet étrange silence, ce silence complice, ce silence criminel que je vous propose d'interroger. Le récit de la révolution pro-européenne à Kiev, tel que le véhicule la doxa mainstream dans les médias, voudrait que le président Yanukovych, après sa volte-face sur l'accord d'association avec l'Union européenne au sommet de Vilnius les 28 et 29 novembre 2013, ait provoqué l'indignation et la mobilisation d'une population lassée par un régime corrompu. Après 3 mois d'une confrontation croissante, les morts du Maïdan provoquent sa fuite et son remplacement par un gouvernement provisoire pro-occidental qui remet l'Ukraine sur les rails de l'accord d'association. La Russie annexe alors la Crimée et provoque le soulèvement des populations russophones du Donbass, ce qui oblige le gouvernement provisoire de Kiev à déclencher cette opération antiterroriste et l'OTAN à renforcer sa présence dans l'est de sa zone de déploiement. Mais à mon sens, c'est un sujet qui a été abordé par Jacques Miard au début de cette conférence et à nouveau par monsieur Le Sourd, je crois. Il y a une autre raison à ce silence criminel. Dans l'inconscient de la classe politico-médiatique française, gît également la référence à la Révolution française, à la terreur et à ses victimes, pris à payer pour repousser l'intervention étrangère, mater l'insurrection vendéenne et instaurer la République contre la tyrannie. Le Donbass serait la Vendée ukrainienne, et la terreur qui exerce la garde nationale et les bataillons nationalistes s'en trouverait, à ses yeux, légitimée. J'ajouterais quelque chose à la peinture que je qualifierais de bisounours de la terreur telle qu'en a fait le député Jacques Miard. J'ajouterais un élément essentiel à l'exercice de cette terreur, c'est la loi sur les suspects du 17 septembre 1793, qui a fait plusieurs dizaines de milliers de victimes, vous disiez près de 100 000 tout à l'heure, et qui serait la référence de la chasse aux séparatistes terroristes qualificatifs dont sont affublés tous les opposants en Ukraine post-Maïdan. On a beaucoup de témoignages à ce sujet. J'ajouterais une chose également, c'est que cette loi sur les suspects de 1793 a eu une descendance dans le code pénal soviétique à partir de 1928. C'est l'article 58 du code pénal qui définissait les individus socialement dangereux et qui a été le prétexte au déploiement d'une terreur de masse qu'ont connu ces espaces géographiques dont on a peu d'idées, la terreur ayant en France, encore une fois, fait 100 000 victimes, ce qui est beaucoup, mais ce qui est peu, eu égard aux crimes effroyables qui ont été perpétrés dans l'espace de l'ex-URSS jusqu'à la fin des années 30. C'est la raison pour laquelle le président Poutine a déclaré à maintes reprises qu'il était impossible, qu'il était dangereux de provoquer des changements de régime autres
que par la négociation ou par le vote, par un processus démocratique. Il a averti de cela à maintes reprises. Malheureusement, son avertissement n'a pas été retenu par l'Union européenne, qui porte, à mon sens, une grave responsabilité dans l'évolution des événements en Ukraine. Donc je voudrais poser, à ce moment de mon exposé, que dans le récit que je viens de rappeler, dans ces préjugés que je viens de rappeler également, il y a, à mon sens, un grave contresens. En réalité, pour avoir jugé que l'intégration à l'union douanière était préférable pour son pays et donc pour sa réélection en 2015, le président Yanukovych a fait l'objet d'une véritable entreprise de subversion de la part de l'extrême droite néo-bandériste, et ce, dès la première manifestation qui a eu lieu dans la nuit suivant la clôture du sommet de Vilnius, instrumentalisant la mobilisation populaire. Des commandos venus principalement de l'ouest de l'Ukraine, bien organisés et bien entraînés pendant des années, rétribués et dirigés par les services de l'ambassade américaine à Kiev, ont exercé une pression constante et relancé la mobilisation à chaque fois qu'elle s'essoufflait. J'en veux pour preuve, entre autres, que la SBU, les services de la sécurité ukrainienne, est actuellement dirigée par Valentin Nalivaïchenko, agent de la CIA tel qu'il le reconnaît lui-même, et proche du chef du Pravi Sector, Dimitri Yarosh, qui a été son assistant parlementaire. Très rapidement, l'extrême droite monopolise le Maïdan. Alors de cela, nous avons eu un témoignage avec des journalistes polonais avec lesquels je me suis rendu en Ukraine au mois de mai. Nous avons rencontré un dirigeant d'un syndicat interprofessionnel qui s'appelle Solidarité. Il nous a expliqué qu'au début du Maïdan, ils avaient essayé de faire un point de libre expression, une sorte de Trafalgar Square à l'ukrainienne, à côté du Maïdan, sur le boulevard Kreshchatik qui donne sur le Maïdan. Ils se sont fait virer très rapidement manu militari par les radicaux d'extrême droite, qui, nous a-t-il dit, cassaient du syndicaliste et cassaient tout ce qui avait une coloration de gauche dans ce mouvement. Une série de massacres, en réalité, oui, une série de massacres jalonne la période qui conduit au conflit du Donbass. Les tirs des snipers sur le Maïdan, le 20 février, permettant le coup d'État dans lequel la France a sa part, avec le ministre Fabius venu négocier à ce même moment un accord sur lequel tout le monde s'assoit dès le lendemain, le massacre d'Odessa le 2 mai, celui de Mariupol le 9 mai, sans oublier le crash de la Malaysia Airlines le 17 juillet, qui a fait 298 morts. À chaque fois, les commandos d'extrême droite et des leaders de la mobilisation sont mis en cause, notamment André Paroubi, fondateur avec Tiagnibok, dont on a beaucoup entendu parler par contre dans les médias, en 1991, fondateur donc du Parti social-nationaliste d'Ukraine, ancêtre de Svoboda. Le Parti Svoboda aussi a été abondamment médiatisé, commandant du Maïdan, puis secrétaire du Conseil de sécurité et de défense d'Ukraine au moment de tous ces faits. Le pogrom des manifestants anti-Maïdan à la frontière de Crimée le 19 février, qui aurait fait 12 morts, les descentes régulières de commandos néo-nazis venus semer la terreur dans les villes de l'Est russophone, la remise en cause de la loi sur la reconnaissance du statut de la langue russe dans les régions par le nouveau pouvoir, et le refus hystérique d'envisager la moindre discussion sur une possible fédéralisation montrent clairement qu'il n'y a pas de place pour les russophones dans l'Ukraine telle que la rêvent les néo-bandéristes. Cela conduit les populations russophones harassées par 20 années d'ukrainisation brutale à voter très majoritairement pour leur rattachement à la Fédération de Russie en Crimée le 16 mars, puis le 11 mai pour leur indépendance dans le Donbass, où se forment des milices populaires d'autodéfense. L'opération antiterroriste, déclenchée par Kiev en avril, dirigée par Paroubi et confirmée par le président Porochenko après son élection en mai, s'avère donc une véritable entreprise génocidaire. Des armes lourdes, interdites par la Convention de Genève, comme les lance-roquettes multiples grades, les bombes à sous-munitions ou au phosphore, visent délibérément les civils et les infrastructures sociales, comme l'a récemment déclaré l'ONG internationale Human Rights Watch. Des centaines de milliers de réfugiés ont fui en Russie,
délibérément bombardés par les forces de Kiev sur la route qui mène à la frontière. À Slaviansk, Kramatorsk et Chastier, occupés par Kiev en juillet, des exécutions sommaires, des incitations à la dénonciation de séparatistes et des enlèvements ont eu lieu. Dans les zones reprises par les milices populaires après leur contre-offensive d'août, des charniers ont été découverts. Mais une entreprise génocidaire suppose aussi une volonté politique. Elle a été exprimée dans une déclaration écrite faite par Yatsenyuk, dont le nom n'est pas inconnu au public français, sur le site de l'ambassade d'Ukraine aux États-Unis le 15 juin, où il traite les combattants de la milice populaire du Donbass de subhumans, dont il faut, c'est-à-dire de sous-hommes, dont il faut nettoyer notre terre, dit-il. Cette action génocidaire est entreprise par la garde nationale et des bataillons où se sont engagés les éléments les plus radicalisés du Maïdan, imprégnés par l'idéologie nationaliste de l'ouest de l'Ukraine, dont la référence majeure est Stepan Bandera, l'un des fondateurs de l'OUN-UPA, collaborationniste pendant la dernière guerre. De l'antisémitisme, l'antipolonisme et l'antirussisme manifestés par ce courant politique ne semblent avoir été conservés par ses descendants, politiques et même physiques, que l'antirussisme. Afin d'intégrer l'Ukraine à sa géopolitique régionale dans laquelle elle a entraîné l'Union européenne qui lui a pratiquement délégué le partenariat oriental, la Pologne a entrepris depuis longtemps une politique de réconciliation à propos des massacres de Volhynie par l'UPA qui ont fait 80 000 victimes civiles polonaises entre 1942 et 1944. Selon Stanislav Bichok et Alexei Kochetkov, auteurs du livre « Les néo-nazis et l'Euromaïdan », le mouvement bandériste a abandonné l'antisémitisme au tournant de la guerre en 1943 en décidant d'échanger l'alliance avec l'Allemagne hitlérienne pour une alliance avec la Grande-Bretagne et les États-Unis. Ces bataillons de néo-nazis sont financés par des oligarques, dont le tout-puissant gouverneur de Dniepropetrovsk, nommé le 3 mars, Igor Kolomoïski. Régnant sur toute la rive gauche du Dniepr, en fait la Nouvelle-Russie, qui produit 2/3 du produit national brut ukrainien, on lui prête des ambitions nationales en concurrence avec Poroshenko. Sa banque private contrôle le commerce du gaz et du pétrole et il règne sur un empire de presse. Paradoxalement, président de la communauté unifiée des Juifs d'Ukraine, il finance l'extrême droite et les bataillons Dniepr et Azov, qui sèment la terreur dans le Donbass. Vice-président de la Fédération de football d'Ukraine, il contrôle les principaux clubs et les bandes d'ultra qui ont participé au massacre d'Odessa le 2 mai et qui tabassent les antifascistes dans les villes d'Ukraine. L'anticommunisme affiché par ces bataillons, qui trouvent un accueil favorable de la part des libéraux occidentaux, n'est que la couverture de leur racisme anti-russe. Outre cet aspect idéologique, l'Est de l'Ukraine est riche en réserves de gaz de schiste, auquel est intéressé le propre fils du vice-président américain Biden, très impliqué dans la conduite de l'ATO, qui a été déclenchée à l'occasion de sa visite à Kiev. La désinformation mainstream, invoquant que l'extrême droite ne ferait que 2% aux élections, repose sur une version tronquée des faits. Le Parti radical, 7,5% aux élections à la Rada en octobre, et autosuffisance, Samopomich, 11%, sont dirigés par les fascistes Liashko et Sadovi. Des ministres du nouveau gouvernement viennent de l'extrême droite néo-nazie, comme le ministre de l'Éducation et de la Science d'Ukraine, Sergei Kvit, et Vyacheslav Kirilenko, ministre de la Culture et vice-premier ministre d'Ukraine. L'intolérance, la censure, l'interdiction et l'intimidation de toute opposition pèsent lourdement dans le climat actuel, alors que Poroshenko lui-même prétend que 100% des Ukrainiens sont contre la fédéralisation, bravo le démocrate, et alors qu'il menace la population du Donbass d'une guerre totale qui a déjà lieu, se réjouissant que les enfants du Donbass se cachent dans des caves quand ceux de Kiev vont à l'école. Enfin, des chefs de bataillon néo-nazis figuraient sur l'ensemble des listes des différents partis et ont fait leur entrée à la Rada, notamment Dimitri Yarosh, le chef du Pravi Sector, dont certains membres ont participé à la guérilla islamiste en Tchétchénie. C'est là que je rejoins l'ère géographique abondamment travaillée au cours de toute l'après-midi. Doku Umarov, chef du califat du Caucase,
et responsable notamment des attentats du métro de Moscou en 2010 et de l'aéroport de Domodedovo en 2011, aurait été appelé par Yarosh début mars à combattre contre la Russie, ce qui a été démenti ensuite par le Pravi Sector. Le fait est qu'Oumarov a été liquidé début 2014 par le FSB ou par Ramzan Kadyrov, le président de Tchétchénie, qui l'a revendiqué. Alors là, je vais apporter une précision importante, me semble-t-il, parce qu'il y a peu de temps de cela, j'ai été étonné de constater à quel point, même chez des spécialistes, ici en France, le mot tchétchène signifie terroriste. Donc, la précision est la suivante. Aux premières loges du combat contre la pénétration wahhabite dans le Caucase, défenseur de l'islam traditionnel soufi, Ramzan Kadyrov suit de près l'évolution de la situation au Moyen-Orient. En septembre, il déclare que le leader de l'État islamique, Abou Bakr al-Baghdadi, a été recruté par le général Petraeus, commandant des forces américaines en Irak et en Afghanistan, et ancien directeur de la CIA. Il lance à sa recherche pour l'éliminer, car certains de ses associés, il lance ses services à sa recherche pour l'éliminer, car certains de ses associés ont menacé le Caucase et la Russie. L'Amérique finance de nombreux groupes et les lance les uns contre les autres de façon à ce que dans ce piège meurent des milliers d'hommes, déclare-t-il. El-Baghdadi n'est pas retrouvé. Mais un chef militaire de l'État islamique, comme il a été dit tout à l'heure, qui a menacé la Tchétchénie et tout le Caucase russe, Tartan Batarishvili, dit Omar al-Shishani, est liquidé en octobre, vraisemblablement par les services de Kadyrov. L'épisode suivant a lieu il y a tout juste une semaine, le 4 décembre au matin, peu après l'installation du nouveau gouvernement ukrainien et le jour même du discours annuel du président Poutine devant l'Assemblée fédérale. Grozny est ce jour-là l'objet de la plus forte attaque terroriste de son histoire récente, qui a fait 14 morts chez les policiers et 11 chez les terroristes. Kadyrov révèle la responsabilité du frère d'Oumarov, Ahmad, réfugié en Turquie et bénéficiant du financement des services spéciaux occidentaux. Immédiatement après, les députés néo-nazis Bereza, chef du bataillon Dniepr 1, et Mosikchouk, chef du bataillon Azov, déclarent aux journalistes dans les couloirs de la Rada leur soutien aux terroristes tchétchènes, qu'ils appellent à ouvrir un deuxième front contre la Russie dans le Caucase. Une action est lancée contre eux par le comité d'enquête de Russie pour appel public à des actes terroristes. Au même moment, Paroubi, qui vient d'être élu vice-président de la Rada, propose une loi faisant de l'Ukraine un État associé de l'OTAN.